Les estivales de la question animale, août 2021. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette 20e édition des Estivales de la question animale. Je suis Julien de la chaîne Demos Kratos et on m'a demandé de faire cette petite introduction avant la conférence de Axel pour vous faire un petit rappel de ce que c'est les Estivales de la question animale. C'est un événement qui est organisé du 9 au 22 août et qui propose cette année 96 heures d'activité avec des ateliers, une trentaine de conférences, dont une vingtaine sont filmées et que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube Les Estivales de la question animale. Donc cette conférence est filmée. Vous pourrez la retrouver normalement sur la chaîne YouTube Les Estivales de la question animale. On vous invite à aller vous abonner à cette chaîne YouTube, à partager les vidéos, à les liker, à essayer d'augmenter leur visibilité pour que le message se diffuse encore plus largement. La conférence d'aujourd'hui, ce sera celle de Axel Pleijust-Bror, qui va nous parler de « Incertain n'est pas insoluble, le rôle de la biologie du bien-être dans le projet d'assistance aux animaux sauvages ». Donc, Axel, pour ceux qui ne la connaisseraient pas, elle est co-rédactrice en chef de la revue L'Amorce et co-autrice de Solidarité animale. Elle a étudié la sociologie et les théories féministes et elle exerce depuis fin 2020 le métier de journaliste scientifique. Cette conférence, elle va partir d'une remarque souvent faite à celles et ceux qui veulent venir en aide aux animaux dans la nature, à savoir que c'est un projet irréaliste, notamment parce qu'il y a trop d'incertitudes, ce qui rendrait toute tentative d'assistance trop risquée et peut-être même irréalisable. L'objectif de la conférence, ce sera de montrer que ce n'est pas forcément vrai dans tous les cas, que la souffrance des animaux sauvages n'est pas une fatalité. Et pour ce faire, Axel présentera la stratégie des principales organisations travaillant sur le sujet actuellement, particulièrement leur ambition de développer un nouveau champ de recherche scientifique, la biologie du bien-être, en insistant sur la façon dont ces organisations vont gérer la question de l'incertitude, d'où incertain n'est pas insoluble. Voilà, et à la fin de cette conférence, on va ouvrir un temps de questions-réponses pour aller encore plus loin. Voilà, je te laisse le champ libre. Merci. Merci beaucoup Julien pour cette introduction et merci aussi à l'équipe de captation vidéo. Donc effectivement, moi je vais vous parler d'un mouvement, c'est le mouvement pour la prise en compte des intérêts des animaux sauvages. C'est un mouvement qui est connu sous l'acronyme RWAS pour Reducing Wild Animal Suffering, réduire la souffrance des animaux sauvages en anglais. Mais il y a aussi un autre acronyme un peu plus récent que je préfère, c'est WOW, Wild Animal Welfare. Mais pour des raisons de clarté, je vais quand même parler du mouvement RWAS plutôt que du mouvement WOW. Voilà, donc je parlerai du mouvement RWAS. Alors, cette conférence, ça ne sera pas une présentation des arguments philosophiques en faveur de la prise en compte des intérêts des animaux sauvages. Je vais quand même évoquer ces arguments à certains moments, mais je ne vais pas m'attarder sur pourquoi la souffrance des animaux sauvages devrait retenir notre attention, sur pourquoi un projet d'assistance aux animaux sauvages est souhaitable. En fait, je pars du principe que ce point, il est plutôt acquis du point de vue des arguments, notamment quand on a une perspective éthique antispéciste, sentientiste. Moi, plutôt que le pourquoi, je vais me pencher sur le comment, c'est-à-dire sur la faisabilité du projet de réduction des souffrances des animaux sauvages. En fait, cette conférence, elle part d'une remarque qui est souvent faite à celles et ceux qui veulent réduire les souffrances des animaux sauvages, à savoir que ça serait un projet irréaliste parce qu'il y aurait trop d'incertitudes et que donc il y aurait une impossibilité fondamentale ou en tout cas que ça serait pas souhaitable d'intervenir dans la nature pour porter assistance aux animaux qui rencontrent des difficultés, des souffrances. Donc mon objectif sera de vous montrer que la souffrance des animaux sauvages n'est pas une fatalité, qu'il y a des incertitudes, mais que c'est pas pour autant qu'on ne peut rien faire pour venir en aide aux animaux dans la nature. Et pour ça, je vais présenter le travail des principales organisations RWAS actuelles, donc principalement Animal Ethics et Wild Animal Initiative, dont j'ai déjà un petit peu parlé ce matin. Et je vais particulièrement insister sur la façon dont ces associations gèrent la question de l'incertitude. Donc mon plan, rapidement,
Dans une première partie, je vais rappeler déjà de qui on parle et de quoi on parle quand on parle de la souffrance des animaux sauvages. Je prends le temps de cette mise en contexte parce qu'il y a certains points relatifs à ces aspects qui sont pas du tout évidents, voire même qui sont contre-intuitifs. Et donc, ça va être utile de les rappeler pour ensuite la suite de mon raisonnement. Dans une deuxième partie, je vais aborder de front cette question de la faisabilité du projet ROAS, ou en d'autres mots, de la solvabilité de la souffrance des animaux sauvages. À quel point on peut agir et résoudre ce problème qu'est la souffrance des animaux sauvages. On verra que oui, c'est vrai qu'on a affaire à quelque chose de complexe et oui, les pistes de solutions sont incertaines, mais que c'est pas pour autant que le problème de la souffrance des animaux sauvages est insoluble. Ce qui nous amènera à une troisième partie dans laquelle je vais présenter les différentes façons dont le mouvement ROAS gère cette question de l'incertitude. J'ai distingué 3 façons, peut-être de façon un peu artificielle, mais ça permet de poser les choses. Il y a contourner l'incertitude, faire avec l'incertitude en attendant d'en savoir plus, et puis, bien évidemment, réduire l'incertitude, qui est a priori l'option la plus avantageuse. Et puis, je finirai sur quelques principes que je considère vraiment importants pour assurer l'avenir du mouvement ROAS, sa réussite, son développement. Alors, déjà, je vais commencer par effectivement clarifier de qui et de quoi on parle quand on parle de la souffrance des animaux sauvages. Le premier point, c'est que quand on pense à la vie sauvage, généralement, ce qui nous vient à l'esprit, c'est des notions comme biodiversité, écosystème, espèces, etc. Et en fait, l'approche ROAS, elle est complètement différente, puisqu'il s'agit plutôt de s'intéresser aux animaux sauvages en tant qu'individus singuliers, et notamment à ceux qui sont sentients, c'est-à-dire à ceux qui ressentent subjectivement ce qui leur arrive. Donc l'idée, c'est pas de dire que l'approche plus commune par la biodiversité, elle est jamais pertinente. Au contraire, elle est très utile pour répondre à certaines questions scientifiques. L'idée, c'est pas de rejeter totalement l'approche par la biodiversité ou par les espèces, mais en fait, c'est pas l'approche dont on a besoin ici pour les questions ROAS. En fait, l'unité de base qui va nous intéresser, qui est celle de la réflexion ROAS, c'est bien l'individu en tant que patient moral, c'est-à-dire qui peut jouir ou pâtir de ce qui lui arrive. Et un autre point qui est constamment rappelé par l'association Animal Ethics, dont je vais reparler ensuite, c'est que quand on pense à un animal sauvage, on se représente généralement plutôt un mammifère adulte, en bonne santé et visiblement épanoui. Donc par exemple un éléphant, un lion, un loup, un dauphin. Alors qu'en fait, les animaux sauvages les plus nombreux sont plutôt de petits animaux, moins charismatiques, en tout cas considérés moins charismatiques, ça se discute, comme des petits rongeurs, des poissons, des insectes, des oiseaux, des invertébrés ou des animaux qu'on ne croise pas forcément dans les documentaires animaliers. Donc cette approche par l'individu, elle soulève des questions qui n'ont pas vraiment retenu l'attention de la communauté scientifique jusqu'ici. Et du coup, on a des réponses parfois un peu approximatives à ces questions. Donc par exemple, combien sont les animaux sauvages dans la nature? Combien sont-ils? Lesquels d'entre eux sont sentients? Est-ce que les insectes sont sentients? Est-ce que les animaux très jeunes sont sentients? Donc, est-ce que les larves ou les états juvéniles de certains animaux sauvages sont sentients? À partir de quel moment ils deviennent sentients? C'est pas évident du tout. Et puis, parmi ceux dont on a des raisons de penser qu'ils sont sentients, quelles sont leurs expériences de vie en fait? Qu'est-ce qu'ils vivent? Quelles sont leurs sources de souffrance? Quelles sont leurs sources de satisfaction, de bonheur? Quelle est leur vie sociale, etc. Donc on va explorer rapidement ces questions. Donc quand on prend l'angle de l'individu, donc qui est le nôtre dans cette conférence, on se rend vite compte que l'immense majorité des animaux sur cette terre sont des animaux sauvages. Ça peut paraître surprenant parce qu'on est habitué plutôt à entendre parler des extinctions de masse, du déclin de la vie sauvage. On voit passer des infographies qui nous expliquent que la biomasse
des mammifères sauvages est bien plus faible que celle des humains et des animaux d'élevage. Donc la biomasse, c'est une façon de quantifier des êtres vivants par le poids. En fait, mais le truc à comprendre, c'est un peu ce que j'ai expliqué ce matin, c'est que la biomasse ou la biodiversité ne nous renseigne pas, ou alors nous renseigne très mal sur le nombre d'individus concernés. Pour illustrer ça, je vous ai mis un schéma qui représente l'importance en termes de biomasse de différents types d'animaux. Donc on peut voir effectivement en bas à droite du schéma que les humains et les animaux d'élevage, qui sont ici en une sorte de rose et de marron en bas à droite, ils sont bien plus lourds que les mammifères sauvages qui, eux, sont représentés par le petit point rouge tout en bas à droite du schéma. Tandis que si on prend comme unité non plus la biomasse, mais l'abondance, qui est le terme utilisé pour parler du nombre d'individus, l'abondance, que j'ai indiqué en rouge par des chiffres à chaque fois à côté des noms des catégories d'animaux, eh bien, la conclusion, c'est qu'il y a plus de mammifères sauvages que de mammifères domestiqués sur Terre, probablement un ordre de grandeur supplémentaire, mais j'ai mis un point d'interrogation parce que c'est pas évident, c'est assez incertain en fait. C'est pour une façon d'expliquer ça, en fait, le fait qu'il n'y a pas d'adéquation parfaite entre la biomasse et le nombre d'individus, c'est de dire qu'il y a en moyenne plus d'individus dans une tonne d'animaux sauvages que dans une tonne d'animaux domestiques. Je vais vous donner 2 exemples particulièrement frappants du fait que la biomasse est un mauvais indicateur d'abondance, qui sont 2 exemples issus d'un article scientifique de 2018 dont j'ai mis la référence là en bas de la slide. Donc les nématodes, qui sont de tout petits vers, représentés dans le schéma en haut au milieu en marron, ils ne constituent qu'environ 1% de la biomasse animale totale. Par contre, ils dépassent toute autre espèce animale, toute autre catégorie animale en termes de nombre d'individus. Ils sont 10 puissance 21. Donc ils pèsent assez peu lourd, si on les prend tous et comparé à d'autres catégories d'animaux, mais ils sont incroyablement nombreux. Par contre, on ne sait pas s'ils sont sentients. Et deuxième exemple que je trouve très marquant, c'est que la biomasse des baleines est supérieure à la biomasse totale de tous les mammifères terrestres sauvages réunis. Or, on sait bien évidemment qu'il y a plus de mammifères terrestres sauvages que de baleines sur Terre. Mais les baleines sont des animaux très lourds. Donc, les animaux sauvages sont incroyablement nombreux, mais sont-ils sentients ? La réponse à cette question n'est pas tranchée pour tous les animaux, ni même pour tous les stades de vie des animaux. Donc, par exemple, pour certains invertébrés, certains insectes, on est dans l'incertitude. On a quand même des indices, notamment d'ordre comportemental, qui laisseraient penser que c'est le cas, notamment pour les mouches à fruits, les araignées, les abeilles. Mais ça reste toujours compliqué en fait de déterminer la sentience de ces animaux-là. Et une autre incertitude, c'est qu'on ne sait pas toujours, voilà, comme je le disais, si les très jeunes animaux, notamment à l'état larvaire, sont sentients. Et du coup, la question de savoir si on devrait les considérer comme des patients moraux reste ouverte. Par contre, on a des éléments de preuve très solides, comme quoi les mammifères et les oiseaux sont bel et bien sentients, de même que les poissons, les crustacés, les reptiles, les céphalopodes, les amphibiens, du moins à chaque fois à partir d'un certain stade de développement. Donc, pour répondre à cette première question de qui on parle, eh bien, on parle d'animaux très nombreux, auxquels on ne pense pas forcément spontanément, et qui sont soit sentients, soit peut-être sentients. Donc maintenant, on va parler du quoi, c'est-à-dire des expériences vécues par ces animaux et notamment de leurs souffrances. Une question qui revient souvent dans le mouvement Rwass, c'est la question de la prédominance de la souffrance dans la nature. Ça consiste à se demander s'il y a plus de souffrance que de plaisir ressenti par les animaux dans la nature de façon générale,
ou encore à se demander si la vie des animaux sauvages vaut la peine d'être vécue. C'est une question finalement qui est d'ordre empirique, qui est très compliquée c'est très compliqué comme question de savoir s'il y a plus de souffrance ou de plaisir dans la nature. En tout cas, ce qu'on peut dire avec certitude, c'est qu'il y a beaucoup de souffrance ressentie par les animaux sauvages dans la nature. Et je dirais même qu'on n'a pas besoin d'être certaine que les souffrances prédominent dans la nature pour être interpellé par ces souffrances et pour avoir envie de faire quelque chose pour les soulager. Je tiens quand même à souligner qu'il y a quand même des éléments qui portent à croire que malheureusement c'est plutôt la souffrance qui prédomine dans la nature. Je reviendrai un petit peu là-dessus ensuite. En fait, la nature, c'est loin d'être un paradis pour les animaux qui y vivent, et ça aussi, ça peut être contre-intuitif parce que on peut avoir tendance à avoir une vision un peu idyllique ou idéalisée de la nature. Par exemple, on peut avoir le sentiment que la nature fonctionne bien, que les animaux qui y vivent sont d'une certaine façon faits pour la vie sauvage, qu'ils s'épanouissent et qu'ils se débrouillent bien tout seuls, en fait. Il y a un émerveillement devant cette impression que tout est à sa place, que la nature est une mécanique bien huilée qui a fait ses preuves depuis la nuit des temps. Et cette impression, elle est alimentée par le fait qu'on perçoit des régularités dans la nature et qu'on interprète souvent cette régularité comme étant le signe d'une harmonie générale. Mais si on creuse un peu, on se rend compte que l'harmonie, elle est surtout apparente. Celles et ceux, peut-être ici, qui ont fait de la biologie ou de l'écologie ou biologie de l'évolution, ce genre de choses, savent que la nature, elle est faite de compromis, de dysfonctionnements, d'essais et d'erreurs. La sélection naturelle, notamment, c'est pas un processus de perfectionnement, c'est un processus d'élimination. Donc l'élimination des traits non avantageux, ou pour le dire plus clairement, une élimination des individus qui sont pas aptes à survivre dans un environnement donné à un moment donné. En fait, la nature, elle est absolument aveugle aux intérêts individuels des individus qui la peuplent, à leur plaisir et à leur souffrance. Et ce qu'on perçoit de l'extérieur comme étant une nature florissante, équilibrée, pérenne et peut-être même bienveillante, c'est en fait parfaitement compatible avec d'énormes quantités de souffrance et de mort. Pour reprendre l'expression de Guillaume Lecointre, qui est un systématicien et zoologiste français, il dit « La régularité du vivant se paye au prix d'un vaste cimetière ». Il dit ça en référence au fonctionnement de l'évolution. Et en fait, cette impression d'harmonie et de sérénité, elle est notamment due au fait que notre échantillonnage des animaux sauvages est trompeur et que du coup, notre vision de la vie sauvage est partielle. En fait, on ne voit pas les animaux qui n'ont pas été assez chanceux pour survivre, les animaux qui sont morts de faim quelques heures après leur naissance, les animaux qui se sont blessés et qui sont morts au fond de la forêt, les animaux tous ces animaux qui n'ont pas atteint l'âge adulte, qu'on n'a pas croisé soit dans les documentaires, soit en se promenant en forêt. Tous ces animaux-là, on les voit pas. Et du coup, ils ne sont plus là pour qu'on les voit et pour que ça complète notre vision de la nature, qu'on ait une vision moins biaisée de la nature. C'est ce qu'on appelle le biais du survivant. Pour le dire de façon un peu provocante, les animaux qu'on voit sont les rares animaux qui ne sont pas encore morts. Et pour citer à nouveau Lecointre, il dit « Les systèmes vivants sont altérés en permanence. Si vous les voyez réguliers, c'est qu'il y a des morts que vous ne voyez pas derrière. » Je tiens vraiment à m'arrêter sur cette idée que les animaux seraient adaptés à la vie sauvage, qui est, je trouve, une idée extrêmement violente, en fait, parce que je pense que ça provient d'une confusion entre individu et population, parce que cette idée d'adaptation, il faut la replacer dans le cadre du paradigme scientifique évolutionnaire, en fait. Ce qu'on appelle fitness en sciences de l'évolution, qu'on appelle peut-être en français la valeur adaptative, c'est le succès reproductif des animaux. Et ce succès reproductif, il n'est pas nécessairement corrélé positivement avec le bien-être des animaux. Donc il y a des cas où les animaux réussissent à se reproduire et ils ont des petits qui atteindront eux-mêmes la maturité sexuelle. Donc c'est donc un succès reproductif. Mais ces animaux peuvent faire malgré tout l'expérience d'une vie très pénible.
Donc, il ne faut pas confondre la stabilité d'une espèce, la stabilité d'une population d'individus, avec le fait que ses membres... faut pas confondre la stabilité d'une espèce, le fait que ses membres se reproduisent avec succès, avec le bien-être des individus qui composent cette espèce. L'idée c'est que les animaux ne sont pas particulièrement ou magiquement adaptés à la vie sauvage, non. Ils font comme ils peuvent et il y a beaucoup d'animaux sauvages qui souffrent et il y a beaucoup d'animaux sauvages qui meurent prématurément. En fait, les animaux sauvages font tout simplement face au même type de problèmes que nous. Sauf que y a cette différence quand même que eux ne sont pas pris en charge médicalement, notamment quand ils rencontrent des problèmes. Donc ça fait quand même une belle différence. Je vous conseille d'assister en fin de journée là aux projections des courtes vidéos d'Animal FX, qui sont des vidéos qui présentent de façon très claire notamment les problèmes rencontrés par les animaux sauvages dans la nature. Mais je vais quand même tout de même là vous donner quelques exemples. Donc, par exemple, il y a les intempéries. Les intempéries, quand on est un animal sauvage, ça peut soit nous tuer très rapidement en cas d'inondation, d'orage, on peut mourir noyé en quelques minutes. À l'inverse, une période de sécheresse, ça peut vous faire ressentir la soif et la faim pendant plusieurs semaines. Les animaux sauvages connaissent des maladies que nous aussi on connaît, donc tuberculose, choléra, rougeole, grippe, cancer, etc. Ils font l'expérience des mêmes symptômes liés à ces maladies, donc vomissements, convulsions, paralysie, diarrhée, etc. Ils peuvent mettre des jours à mourir en agonisant, sans aucune prise en charge de leur souffrance. Sur la slide, vous pouvez voir par exemple une grenouille atteinte d'une maladie de la peau, ce qui est en fait assez commun chez les amphibiens et les poissons sauvages. Les animaux sauvages se blessent, évidemment. On peut aussi parler du parasitisme. Le parasitisme, c'est la règle plutôt que l'exception dans la nature. Ça peut causer de la fatigue, des douleurs, des démangeaisons dans le meilleur des cas, mais dans le pire des cas, ça peut vous faites manger de l'intérieur en fait par le parasite. Comme c'est le cas par exemple avec des larves de guêpes qui s'installent dans le corps des chenilles pendant leur développement et se nourrissent des chenilles de l'intérieur. Certains oiseaux aussi, j'ai appris ça, sont parasités par des vers qui s'installent dans leur trachée, donc leur système respiratoire au niveau du cou. Et comme ils ne sont pas capables de s'en débarrasser, ils finissent par cesser de manger et par mourir de faim. Et puis, évidemment, en plus des souffrances physiques, il y a aussi les souffrances psychologiques, comme le stress, le deuil, la détresse. Il y a énormément d'études maintenant qui montrent que chez beaucoup d'animaux, particulièrement les animaux sociaux, comme les éléphants, les singes, les cétacés, mais aussi les canards et les oies, par exemple, ces animaux ressentent toute une palette d'émotions négatives quand, par exemple, un de leurs proches ou de leurs petits meurt. Et il y a aussi un autre point qui m'avait marqué. Il y a une étude de 2019 qui a été publiée dans une revue scientifique qui s'appelle Scientific Reports, qui considère que le stress post-traumatique chez les animaux exposés à des attaques de prédateurs, c'est la norme dans la nature. C'est la conclusion de l'article. Voilà. Donc ça donne un peu un aperçu de l'étendue des aléas que peuvent rencontrer les animaux sauvages dans la nature. Alors, je ne nie pas l'existence de relations de coopération, de l'amitié, des moments de plaisir. Il y en a bien évidemment, mais c'est vraiment pour vous donner un aperçu de l'adversité que rencontrent routinement les animaux sauvages. Donc, ce qu'on peut dire jusqu'ici, c'est que ce sont les animaux sauvages qui endurent aujourd'hui la grande majorité des souffrances sur cette terre. C'est un point indéniable. Mais là où ça bloque, et c'est le cœur de ma présentation, c'est la question de la résolution du problème. Est-ce qu'on peut faire quoi que ce soit pour atténuer cette tragédie morale? Et si oui, par où commencer? C'est vraiment une question pas évidente, mais ce qu'on peut déjà souligner, c'est que, et ça permet d'emblée de contrer le fatalisme qui pourrait s'installer à la suite de cet exposé de souffrance, c'est qu'on aide déjà des animaux sauvages. On peut trouver beaucoup d'exemples
sur le site d'Animal FX, mais aussi sur le Dodo, qui est un média que vous connaissez peut-être, qui diffuse plein de vidéos surprenantes, amusantes, sur des relations interpersonnelles entre animaux ou entre animaux non humains ou entre animaux et humains. Il y a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle la Wildlife Aid Foundation, que j'ai trouvé vraiment pas mal aussi, parce que c'est vraiment des vidéos de sauvetage où on voit toutes les étapes du sauvetage, on voit les vétérinaires spécialisés en faune sauvage qui prennent en charge des animaux trouvés dans la nature. Et donc, il y a un côté pédagogique à ces vidéos. Et puis, vous-même, en fait, vous avez peut-être déjà porté assistance à des animaux rencontrés pendant une balade, ou un escargot, que sais-je, des animaux en détresse, des animaux qui ont soif, des animaux qui ont faim. Et donc voilà, vous avez peut-être déjà porté assistance à un animal en difficulté que vous auriez rencontré. Donc par exemple, sur la slide ici, on peut voir tout en haut à gauche un éléphant qui s'est retrouvé coincé dans de la boue qui s'est mise à sécher, donc il ne pouvait plus s'extirper de la boue. Et c'est au Kenya. Et la population locale, en tout cas une partie de la population locale, ont mis 3 jours pour l'aider à sortir. En haut à droite, c'est une biche incapable de sortir d'un lac glacé, ce qui est assez courant. Enfin, je dis que c'est assez courant parce que j'ai vu beaucoup de vidéos où il y a ce cas de figure, mais en fait, je ne sais pas si c'est si courant que ça. Quoi d'autre ? Eh ben, en bas à droite, on a un renard coincé entre 2 troncs, un arbre qui s'est scindé en 2 troncs, et il s'est retrouvé coincé comme ça. Donc à chaque fois, ces animaux ont été secourus à l'initiative d'un groupe d'humains solidaires. Et puis, vous savez aussi qu'un peu partout dans le monde, il existe des centres dits de réhabilitation de la faune sauvage. C'est ce genre de centre qui a permis notamment à une poignée d'animaux blessés de se faire soigner et de récupérer de leurs blessures suite aux feux de forêt qui ont eu lieu en Australie il y a maintenant peut-être 2 ans. Et je dis une poignée parce qu'en fait, il y a énormément d'animaux qui sont morts dans ces feux de forêt. Et il y a eu quelques survivants grâce à ces centres de secours. Donc là, par exemple, ce sont des photos d'un koala et d'un wallaby. C'est des photos qui ont été prises par la photographe canadienne antispéciste Joanne MacArthur. Et puis, au-delà de l'assistance au cas par cas, on a aussi des exemples d'interventions un peu plus substantielles, un peu plus qui prennent un peu qui essayent de généraliser l'assistance pour prévenir la souffrance d'animaux. Donc, dans ce cas, on n'est plus dans de la gestion, on est plus dans de la gestion de population que simplement de l'assistance individuelle. Donc, par exemple, l'association Salt River promeut ce qu'elle appelle une gestion humaine des chevaux sauvages en Arizona aux États-Unis. Donc elle distribue de la nourriture pendant les périodes de sécheresse, elle soigne les blessures éventuelles qui arrivent à la population, enfin aux chevaux de la population concernée, et aussi elle limite les naissances via un vaccin contraceptif. Pourquoi vouloir limiter les naissances ? Eh ben parce que le fait de maintenir la population à un niveau stable, c'est faire en sorte qu'il y ait moins de rivalité pour les ressources, ce qui permet notamment de prévenir les cas de famine, de manque de ressources alimentaires. Et puis dans la même veine, il y a l'association Hungry Herds, que vous voyez là sur la slide, qui nourrit et qui apporte des soins à des chevaux sauvages en hiver. Toujours pour des questions de limitation de ressources. Enfin, du fait qu'il y a moins de nourriture qu'il y a d'individus qui ont besoin d'être nourris. Alors, ce qui est pratique avec l'assistance individuelle aux animaux sauvages, ou en tout cas circonscrite à des petites populations, c'est que ce sont des interventions ciblées et que donc on maîtrise bien les résultats. Les animaux sont pris en charge individuellement, on a une bonne représentation de l'évolution de leur état, on peut constater qu'ils vont mieux, qu'on obtient les résultats souhaités, on peut adapter chaque prise en charge en fonction des individus. Mais le problème évidemment avec ce genre d'assistance individuelle, c'est qu'on peut venir en aide à un nombre très restreint d'individus.
en fait, l'assistance individuelle atteint vite ses limites. Or, l'objectif du mouvement ROAS, c'est aussi d'essayer de trouver des solutions plus larges pour épargner des souffrances au plus grand nombre d'animaux possible. Mais c'est le côté problématique de ce projet ambitieux, c'est que vouloir aider de façon plus large, c'est se heurter à une plus grande part d'incertitude, à la fois sur les problèmes à résoudre, mais aussi et surtout sur l'efficacité des interventions qu'on pourrait mettre en place pour aider les animaux. Donc ça soulève des questions et des défis spécifiques qui, jusqu'à très récemment, ont totalement été négligés, notamment dans la recherche académique. Mais je dis jusqu'à très récemment parce que c'est en train justement de changer et c'est ça que je vais vous présenter maintenant. En fait, ça fait quelques années seulement que l'écosystème ROAS commence à s'institutionnaliser et à prendre de l'ampleur. Pour vous donner un ordre d'idée, en février 2018, il y a Persis Eskander, qui est une chercheuse dans le champ de l'altruisme efficace pour les animaux, qui estimait que le nombre de personnes travaillant sur la question ROAS est infime, 15 est une estimation généreuse, et que les ressources consacrées à cette question s'élèvent à moins de 250 000 $ par an. Donc ça, c'était en février 2018. En 2019, la même personne, donc Persis Eskander, estimait le budget du mouvement à environ 1 million de $, donc 4 fois plus. Et puis, tout récemment, fin 2020, quand même, ce qu'on peut souligner dans cette évolution, c'est que fin 2020, l'association Wild Animal Initiative, qui est, on peut dire, la principale association au niveau international à travailler sur ces questions, a été reconnue comme une top charity par Animal Charity Evaluators. Donc, on peut espérer, il y a des chances que le budget de cette association et le budget du mouvement de façon générale, parce que cette association représente une grande partie du mouvement ROAS, on peut espérer que le budget double ou triple assez rapidement dans les années à venir. Donc, il y a une belle évolution quand même, mais on peut mettre ça en perspective avec le budget du mouvement s'occupant des animaux d'élevage, par exemple. Donc en 2018, le budget du mouvement s'occupant des animaux d'élevage a été estimé à 165 millions de $. Donc certes, le mouvement ROAS connaît une croissance depuis 2018 assez admirable, mais c'est clair qu'il pourrait encore absorber pas mal de financements et de personnes, de talents, de compétences, et notamment des scientifiques qui seraient capables de collecter des données empiriques pertinentes pour répondre aux questions relatives à ce que vivent les animaux dans la nature. Donc, quels sont les acteurs actuels du mouvement ? Donc, aujourd'hui, on en compte surtout 2. J'en ai mis 3 parce que Rethink Priorities s'occupe aussi de ces questions, mais je vais surtout parler de Animal Ethics et Wild Animal Initiative. Donc Animal Ethics, j'en ai déjà un petit peu, je l'ai déjà évoqué au début. C'est une organisation explicitement antispéciste qui produit beaucoup de contenu en ligne, notamment d'excellents articles de vulgarisation sur le spécisme et sur la prise en compte des intérêts des animaux sauvages. C'est cette organisation qui a produit cette formation en ligne sur YouTube dont on organise une projection tout à l'heure et ce soir. On a Wild Animal Initiative. Alors là, j'ai laissé l'ancien logo, mais en fait, ils ont changé de logo récemment. Ils ont enlevé l'escargot pour un logo un peu plus sobre. Donc, Wild Animal Initiative a actuellement 5 employés. Et c'est une asso qui se consacre principalement au développement de la recherche académique sur la souffrance des animaux sauvages. Donc, par exemple, l'association va chercher à mettre en relation des financeurs avec des chercheurs en biologie qui veulent travailler sur la question de la souffrance des animaux sauvages. Donc c'est un peu de la mise en relation de personnes qui pourraient travailler de façon utile pour le mouvement. L'association a récemment fait un appel à proposition de projets de recherche sur le thème spécifique des animaux juvéniles, des jeunes animaux, parce qu'il faut savoir que
le début de vie dans la nature, c'est vraiment une période critique quand on est un animal sauvage. En fait, il y a beaucoup de la mortalité dans la nature qui se fait au début de la vie. Donc en fait, avec ce programme de financement, Wild Animal Initiative veut faire avancer notre compréhension de ce que vivent les animaux sauvages au début de leur vie. Et puis, il y a aussi Rethink Priorities, qui est un groupe de recherche qui s'occupe pas seulement des questions animalistes, qui s'occupe de plein d'enjeux altruistes efficaces, mais qui contribue quand même beaucoup à la cause animaliste et à la cause Roas, notamment parce que ils ont fait de la recherche sur la sentience des invertébrés, qui est une des principales incertitudes à laquelle le mouvement Roas est confronté. Alors, je souligne que ces organisations ont toutes un site internet, des réseaux sociaux, des newsletters très riches, et je pense que c'est une bonne façon d'avoir une idée des préoccupations et des priorités du mouvement que d'aller voir régulièrement ce qui est indiqué sur leur site internet. Et notamment, ce sont des organisations qui mettent en ligne leur plan stratégique, c'est-à-dire c'est un document PDF généralement de quelques pages qui explique qu'est-ce que l'asso a prévu de faire dans les années à venir. Il y a souvent un petit bilan de ce qui a été réalisé les années précédentes. Donc c'est une façon très, très directe de comprendre quelles sont les questions, les priorités, les moyens de ces organisations-là. C'est très transparent généralement. Donc, justement, comment ces associations appréhendent-elles la question de l'incertitude ? Le premier constat qu'on peut poser, c'est que le haut niveau d'incertitude, il est pleinement reconnu. On n'est pas du tout dans une démarche téméraire, dans un excès de confiance ou dans des projets d'intervention en urgence massif, immédiat dans la nature. C'est pas du tout ça. Le mouvement Roas, il a pleinement conscience que ce qu'on appelle la nature, c'est un enchevêtrement de systèmes dynamiques dans lequel interviennent une grande part de contingences, de hasards, d'effets en cascade, etc. Donc toute cette complexité fait que la causalité en milieu naturel, c'est généralement très difficile à prévoir. En tout cas, dans l'état actuel de nos connaissances, on n'est pas en mesure de prévoir exactement quels seront les effets en cascade de telle ou telle intervention. Et on ne peut pas faire abstraction de cette difficulté, de cette opacité sur les effets de nos actions quand on s'interroge sur l'aide à apporter aux animaux sauvages. Donc, par exemple, si pour aider les animaux sauvages, on se disait qu'il fallait faire des campagnes de vaccination pour lutter contre les maladies, ou alors qu'il fallait distribuer massivement de la nourriture, ou mettre en place des programmes de déparasitage à grande échelle, l'intention est bonne, mais on va probablement modifier la mortalité de la population et du coup modifier la taille de la population, ce qui veut dire aussi modifier les dynamiques des écosystèmes et potentiellement s'exposer à des répercussions qu'on n'avait pas anticipées et qui peuvent rendre la situation pire que la situation initiale en termes de souffrance ressentie par la population, par les animaux qu'on cherche à aider. Percy Eskander résume bien ce point-là quand elle dit la chose suivante. Elle dit « Nous ne pouvons pas être certaines, à l'heure actuelle, que nos interventions seraient en mesure de générer sur le long terme des effets positifs. C'est précisément pour cela qu'aucune des organisations travaillant sur cette question ne recommande actuellement d'intervention. La majorité de leur activité consiste plutôt à explorer le problème, à se faire une idée plus précise de son ampleur et des champs de recherche à prioriser. » Donc on comprend bien que les souffrances des animaux sauvages ne se règlent pas à l'aveugle. Non seulement on court le risque de causer plus de tort que de bien aux animaux qu'on souhaite aider, mais en plus, et ça c'est très important, on risque de plomber la réputation du mouvement Roas en faisant n'importe quoi, et l'acceptation du mouvement Roas, et donc de ralentir la progression de la cause. Donc oui, il y a beaucoup d'incertitudes et elles sont pleinement reconnues par le mouvement, mais incertitude ne veut pas dire qu'on ne sait rien sur le sujet, et
il faut faire attention à ne pas prendre les incertitudes comme des excuses pour rejeter le mouvement ROAS dans son ensemble. Et d'ailleurs, les incertitudes ne sont pas propres à la question ROAS. Dans toutes les questions un peu complexes, il y a une part d'incertitude, et notamment en médecine humaine, pour donner un exemple un peu parlant, il y a énormément de choses qu'on ne sait pas sur les maladies, par exemple, au sujet des cancers, du vieillissement, des maladies dégénératives, les douleurs chroniques, etc. Mais on va pas se dire le vieillissement, les douleurs chroniques, c'est trop compliqué, on va laisser faire le système immunitaire que la nature nous a donné. Non, on se dit pas ça. On se dit qu'on va faire de la recherche scientifique, qu'on va mobiliser des ressources, on va y passer du temps. Et d'ailleurs, la santé publique fait partie des priorités d'un grand nombre de gouvernements, et c'est une excellente chose. Et je dirais même que c'est le propre de l'investigation scientifique que de partir des incertitudes et de notre ignorance pour formuler des questions et des protocoles de recherche. Et dans ce cas, les incertitudes ne sont pas perçues comme des freins irrémédiables, mais sont perçues comme des points de départ stimulants pour la recherche. Donc je vais maintenant présenter quelques outils que les défenseurs du bien-être des animaux sauvages peuvent adopter pour gérer l'incertitude et pour s'y adapter. Donc, premièrement, on peut les contourner, on va voir ce que ça implique. Ensuite, on peut essayer de faire avec le temps d'en savoir plus. Et puis enfin, on peut travailler à réduire les incertitudes, ce qui est évidemment l'idéal. Alors, comment on fait pour contourner les incertitudes ? En fait, il y a un certain nombre de cas où on interagit déjà avec les animaux sauvages. Et dans ce cas, la question, c'est pas faut-il intervenir, mais comment faire en sorte que nos interventions déjà existantes aient le moins d'impact négatif possible sur les animaux sauvages. Et en fait, l'avantage de cette approche, c'est qu'on s'affranchit en partie des risques d'effets en cascade imprévus, puisqu'il ne s'agit pas de mettre en place une nouvelle intervention, mais d'améliorer la façon dont on interagit déjà avec les animaux sauvages. On va prendre quelques exemples. Chaque année, sont utilisés dans le monde des tonnes et des tonnes de pesticides pour l'agriculture. Je crois que c'est à peu près 3 milliards de tonnes. Je ne me prononce pas sur la nécessité ou non de l'utilisation de pesticides pour l'agriculture, mais en fait, l'idée, c'est que si on peut déjà identifier les pesticides dont le mode d'action est le moins cruel, c'est-à-dire qu'ils font moins souffrir, par exemple qu'ils agissent plus rapidement ou dont le mode d'action ne crée pas de souffrance, eh bien là, on aurait une façon certaine de réduire les souffrances des animaux visés par ces pesticides, et ce, sans modifier la quantité d'animaux tués. Et le fait de ne pas modifier la quantité d'animaux tués, ne pas modifier la taille de la population, ça réduit considérablement le risque d'effets imprévisibles sur les écosystèmes et donc potentiellement sur le bien-être d'autres animaux. Le nombre d'individus reste globalement le même, mais la quantité de souffrance diminue. C'est donc un cas où on contourne, en quelque sorte, les incertitudes. Et c'est un peu la même chose pour les animaux considérés nuisibles en milieu urbain, les animaux liminaires, enfin certains animaux liminaires sont considérés nuisibles. Actuellement, la plupart des produits utilisés pour s'en débarrasser provoquent de grandes souffrances, donc des agonies prolongées par asphyxie, par hémorragie interne ou par défaillance des organes. Et là encore, si on trouvait un moyen de rendre ces morts moins atroces, ou encore mieux, si on pouvait passer d'une gestion létale à une gestion contraceptive, ça pourrait être un moyen très efficace de réduire la souffrance des animaux concernés, avec, encore une fois, un risque minimal d'effets secondaires imprévus et potentiellement nuisibles. Un autre cas où les certitudes ne rentrent pas en jeu, c'est dans le cas de pratiques qui n'existent pas encore et dont on pense qu'elles auraient des conséquences néfastes sur les animaux. Donc, par exemple, on peut s'opposer au développement des élevages d'insectes, même si on n'est pas sûr qu'ils soient sentients, en souscrivant au principe de précaution. Et quand une industrie n'existe pas encore, il n'y a pas toutes ces questions d'incertitude, d'effets en cascade sur un tas de dynamiques complexes.
Et puis, on peut aussi vouloir s'adapter aux incertitudes, notamment en concevant des interventions qui sont partiellement ou complètement réversibles dans le cas où on les mettrait en place et où de nouvelles informations viendraient changer la donne sur l'utilité ou l'efficacité de telle ou telle intervention. Et enfin, une autre piste que je trouve très intéressante, mais qui, à ma connaissance, n'a pas encore fait l'objet d'applications concrètes ou de recherche. En tout cas, si vous en avez connaissance, je serais ravie que vous me les envoyiez. C'est le fait de privilégier, quand on aménage les territoires, le fait de privilégier les types d'écosystèmes dont on sait que leur dynamique interne génère moins de souffrance que d'autres. En fait, il y a certains écosystèmes qui sont objectivement meilleurs pour les animaux que d'autres, c'est-à-dire qu'ils offrent de meilleures conditions de vie et ils contiennent moins de souffrance que d'autres types d'écosystèmes. Donc quand on est en position de privilégier ce genre d'écosystème dans nos aménagements du territoire, je pense qu'on a d'excellentes raisons de le faire. Après, on peut aussi utiliser les probabilités dans nos analyses coût-efficacité. C'est une façon de faire rentrer les incertitudes dans les processus de décision, mais je vais pas rentrer dans les détails de ce point-là. C'est plutôt pour vous faire voir en quoi incertain ne veut pas dire insoluble, et que les incertitudes ne nous condamnent pas à la paralysie. Voilà. Mais quand même, c'est sûr que les incertitudes ne nous facilitent pas le travail et que idéalement, réduire l'incertitude serait une excellente chose. C'est toujours mieux quand on en sait beaucoup sur le problème qu'on essaye de résoudre. Je vais donc maintenant parler de la biologie du bien-être, qui a été définie dès 1995 comme étant l'étude des êtres vivants et de leur environnement du point de vue de leur bien-être, du bien-être des êtres vivants, enfin sentients en l'occurrence. L'objectif de ce nouveau champ de recherche, c'est de remplacer le cercle vicieux que vous voyez à gauche sur la slide, à savoir, il n'y a pas de solution évidente à la souffrance des animaux sauvages, donc les activistes, les scientifiques privilégient d'autres causes ou d'autres champs de recherche, donc la cause Roas reste négligée, donc on ne trouve pas de solution à la souffrance des animaux sauvages, etc. etc. Donc l'idée, c'est de remplacer l'idée avec la biologie du bien-être, c'est de remplacer ce cercle vicieux par un cercle vertueux qui nous permettrait d'avancer et de faire des progrès dans le domaine. D'où ce propos de Persis Eskander. Elle dit: pour nous donner véritablement une chance de réduire notre incertitude, ce dont nous avons besoin est de plus et non de moins de personnes travaillant sur la question du bien-être des animaux sauvages. Jusqu'ici, il y a très peu de projets de recherche qui ont eu comme angle théorique celui que je vous ai présenté au début, à savoir la prise en compte des animaux sauvages en tant qu'individus sentients. En fait, on en sait très peu sur notre sujet, on est un peu à l'an zéro de la biologie du bien-être. On manque de connaissances générales sur des questions fondamentales, par exemple, quels animaux sont sentients ? Mais aussi on manque de données, de connaissances très empiriques sur tous les cas particuliers que les animaux sauvages rencontrent dans la nature. On a besoin de données sur la vie, la mort, le comportement et les sources de stress dans la vie de chaque animal. Et c'est tellement important d'en savoir plus que je ne pense pas me tromper en disant que la priorité actuelle du mouvement Roas, c'est le développement de la biologie du bien-être. Et il y a plusieurs raisons à ça. C'est que accumuler des connaissances, c'est déterminant pour la qualité de l'aide qu'on peut apporter aux animaux dans la nature. Parce que ça nous permet de nous assurer que nos interventions produisent bel et bien les effets souhaités et qu'elles n'ont pas d'effets négatifs susceptibles de l'emporter sur les avantages potentiels de nos interventions. Deuxième raison, c'est qu'un ancrage académique, ça donne de la crédibilité à notre cause. Dans la mesure où, à terme, notre objectif, c'est de formuler des recommandations aux décideurs politiques, c'est d'influencer des politiques publiques
et c'est faire en sorte que des politiques publiques soient mises en place en faveur des animaux sauvages, on a vraiment besoin de cette crédibilité. Comme le rappelle Animal Ethics, lorsqu'il s'agit de reconnaissance sociale et d'informer l'élaboration des politiques, la recherche indépendante a rarement l'impact que peut avoir la recherche universitaire établie. Donc on a besoin d'une communauté scientifique dont l'expertise elle est reconnue de façon officielle. Et enfin, un point plus pragmatique qui est souligné par Maria Salazar, chercheuse chez Animal Charity Evaluators. Elle dit « Les universitaires disposent généralement de ressources provenant de leur département ou de leur centre de recherche, par exemple des infrastructures, du matériel, des protocoles de recherche et de publication établis, des possibilités d'enseignement, etc. » Tout ça qui facilite le développement des projets de recherche, la publication des résultats de la recherche et la reproduction des connaissances. Alors ça peut paraître un peu fou ou très ambitieux de vouloir monter un nouveau champ de recherche académique, mais en fait ça s'est déjà fait évidemment. On peut penser à la façon dont les sciences du climat ont évolué pour prendre en charge des questions liées au changement climatique. On peut penser à d'autres types de naissances de champs académiques ou de champs de recherche comme les études de genre par exemple, ou même les animal studies, les études sur le spécisme et l'exploitation animale. Mais c'est clair que ça reste un projet qui nécessite des ressources, donc du financement, du temps, des universitaires intéressés. Ça demande des efforts pour articuler un cadre méthodologique et conceptuel propre au nouveau champ de recherche qu'on vise à créer. Et puis, ça nécessite un travail de collaboration entre les universitaires et probablement d'autres secteurs de la société, donc le grand public, les associations, les institutions gouvernementales et non gouvernementales, etc. Il y a un certain nombre d'efforts qui sont déjà menés par le mouvement ROAS pour aller en ce sens. Par exemple, Wild Animal Initiative a mis en place un comité consultatif académique pour se faire conseiller sur la direction que devrait prendre la biologie du bien-être, donc par exemple sur le choix des questions de recherche à prioriser. Donc dans ce comité consultatif académique, il y a des personnes issues de la zoologie, de l'épidémiologie, des sciences du bien-être animal, etc. Une autre initiative qui va dans le même sens, c'est Animal Ethics qui a conduit une recherche à la fois quantitative et qualitative via des questionnaires et des entretiens pour mieux comprendre la façon dont les étudiants et les étudiantes et aussi les chercheurs en sciences naturelles appréhendent l'enjeu de la souffrance des animaux sauvages. C'est-à-dire leur attitude générale par rapport au sujet, les thèmes de recherche qui seraient susceptibles de retenir leur intérêt et de les intéresser, et puis aussi les éventuelles barrières et opportunités au développement de la biologie du bien-être. Un point sur lequel je vais m'arrêter avant de conclure, que je trouve hyper important à avoir à l'esprit, c'est que la biologie du bien-être, c'est quelque chose de fondamentalement interdisciplinaire, qui mobilise à la fois les sciences du bien-être animal, évidemment, mais aussi la biologie de l'évolution, la démographie, l'écologie urbaine, la physiologie du stress, l'épidémiologie, l'immunologie, les neurosciences comparées, etc., etc. Or, dans le milieu antispéciste, et en France surtout, je trouve, on a tendance à exacerber la polarisation entre, d'un côté, les environnementalistes qui se préoccuperaient uniquement des espèces et des écosystèmes, et de l'autre, les antispécistes qui auraient en gros tout compris et qui seraient les seuls à s'occuper vraiment des individus, etc. Il y a 3 choses que je voudrais dire à ce sujet. C'est que déjà, c'est plutôt faux, dans le sens où il y a beaucoup d'environnementalistes qui sont sincèrement préoccupés par le bien-être des animaux sauvages. D'ailleurs, certaines des employés des associations ROAS que j'ai présentées viennent du milieu de l'écologie. Le milieu de l'écologie n'est pas du tout un milieu homogène au niveau des valeurs. Et je trouve que la polarisation entre en écologie et antispécisme trouve rapidement ses limites quand on a une optique pragmatique de comment faire avancer notre cause. Deuxième point,
plus direct, c'est que les antispécistes ne pourront pas aller bien loin sans les connaissances sur les écosystèmes, sur les dynamiques de population, sur les sciences de l'évolution, etc. Les environnementalistes, et plus précisément les conservationnistes, réfléchissent depuis beaucoup plus longtemps que nous antispécistes, aux impacts des interventions dans la nature. Et on peut tout à fait développer des collaborations pour poursuivre des objectifs mutuellement bénéfiques. On aurait tout intérêt à être dans cet état d'esprit. Et puis, troisième point, on n'a pas forcément besoin que les chercheurs en écologie, en biologie, etc., soient à 100% alignés avec la pensée antispéciste, qu'ils soient utilitaristes, véganes, etc., pour travailler avec eux. Même en présence de principes moraux différents, on peut créer des synergies, on peut créer des dynamiques de travail très productives. Notamment, il y a un langage académique commun qui est en train de se développer avec la biologie du bien-être. Et on devrait envisager d'adopter les outils de l'écologie, de la restauration et de la conservation en les adaptant à la biologie du bien-être, en ajoutant la perspective scientiste individuelle, que ces domaines adhèrent ou non aux mêmes valeurs que le mouvement ROAS. Dans ce contexte bien précis qui est le développement de la biologie du bien-être, une logique d'alliance plutôt que d'opposition idéologique, c'est vraiment ce qu'il y a de plus profitable pour les animaux qu'on essaye d'aider. Pour conclure, je vais rassembler les idées que j'ai présentées tout au long de ma présentation en insistant sur quelques principes qui me paraissent importants pour l'avenir du mouvement ROAS. Alors, j'ai dit effectivement que, bien qu'elles soient d'origine naturelle, entre guillemets, les souffrances des animaux sauvages devraient retenir toute notre attention. On partage avec la plupart des animaux sauvages une communauté de sort qui est d'être doués de sentience. Et ce ne sont pas des animaux adaptés à l'absence de prise en charge médicale, par exemple. Ce sont des animaux qui font face au même type de problèmes que nous et qui en pâtissent autant que si c'était nous qui étions à leur place. Ils sont confrontés à une myriade de situations auxquelles il n'y a pas de solution unique. On manque de beaucoup de données, mais incertain ne veut pas dire insoluble. On peut raisonnablement penser qu'il y a des choses possibles à mettre en place dès aujourd'hui, et puis la recherche en biologie du bien-être doit nous permettre d'agrandir la liste de ces choses. On devrait se focaliser sur les gains faciles et faire en sorte qu'il y ait une dynamique constructive autour de la biologie du bien-être qui se mette en place. Et puis, parallèlement à ça, on devrait bien évidemment poursuivre les campagnes idéologiques en faveur de l'antispécisme, et notamment l'extension du cercle de considération morale aux animaux non humains, y compris ceux qui ne souffrent pas de notre fait, qui ne souffrent pas directement de l'exploitation humaine. Un point très important, je pense, pour l'avenir du mouvement ROAS, c'est qu'il ne faut pas faire comme s'il s'agissait d'une question simple et que les solutions étaient évidentes. C'est totalement faux. On perd en crédibilité en ayant ce genre de posture. N'importe quel chercheur en sciences de l'environnement sait qu'il n'y a rien de simple dans la compréhension des phénomènes naturels. Quand on fait face à du scepticisme face à la cause ROAS, on peut être tenté d'affirmer les choses avec aplomb parce qu'on pense que c'est une cause importante et on a raison de penser que c'est une cause importante. Mais il y a de bonnes raisons de penser que faire preuve d'humilité et de prudence dans notre militantisme pour les animaux sauvages, c'est la meilleure posture pour nous emmener là où on a besoin d'aller pour venir en aide efficacement aux animaux sauvages. Pour résumer, on pourrait dire que le bien-être des animaux sauvages est un sujet complexe qui appelle donc des réponses nuancées. Voilà, donc en vous présentant l'état du mouvement ROAS, j'espère vous avoir montré qu'on n'a pas besoin de faire du sujet ROAS quelque chose de nécessairement polémique ou de hautement spéculatif. Je pense au contraire que le mouvement qui se met en place, il est vraiment de grande qualité, qu'il est réfléchi, qu'il est ambitieux, et qu'on est aujourd'hui à un stade où la question ROAS mérite d'être dédramatisée et surtout soutenue. Merci beaucoup.
Merci. On a à peu près une demi-heure pour faire questions-réponses. Sachant que là, il y aura une demi-heure enregistrée, mais après, vous pouvez toujours continuer à discuter de ce sujet tout le reste de la semaine. Voilà. Je vais prendre les questions. Je vais essayer de faire ça par ordre paritaire, enfin, ordre de levée de bras, puis parité. Donc, qui a des questions? Là-bas derrière. Merci pour ta conférence. En fait, tu as dit qu'il fallait privilégier, enfin que c'était souhaitable de privilégier le maintien ou la création d'espaces de biodiversité où il y a moins de souffrance quand on a le choix de créer des espaces, des écosystèmes. Et je me demande si ces espaces, c'est pas plutôt des espaces bétonnés en fait. Et je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui seraient pas contents si on disait ça. Du coup, je voulais savoir ce que tu en penses. Ce que j'en pense, disons que dans les faits, un environnement bétonné où il n'y a pas de vie, c'est un environnement où il n'y a pas de souffrance, c'est vrai. Mais je pense que c'est une position qui est partagée par très peu de monde. L'idée que la meilleure façon de venir en aide aux animaux sauvages, c'est de faire disparaître les animaux sauvages parce qu'au moins ils souffrent pas s'ils n'existent pas. C'est pas une position que je défends parce que je pense qu'elle est très contre-intuitive et qu'on va pas s'attirer d'alliances constructives avec ce type d'approche. Je pense que c'est le genre de position à laquelle on aboutit quand on pousse l'utilitarisme négatif à ses conclusions logiques, mais moi je préfère adopter une approche pragmatique. Je parle souvent de pragmatisme dans les stratégies, à savoir prendre en compte le pluralisme des valeurs des gens qui nous entourent, et les gens qui nous entourent, en fait, c'est les gens avec qui on va bosser pour faire avancer la cause et pour améliorer le monde et pour réduire les souffrances. Donc, si on veut pas s'aliéner 99% de la population, si on veut construire des alliances pour faire avancer notre cause et pour faire en sorte que ça avance vite, parce qu'il y a urgence, je pense qu'il faut plutôt avoir une approche qui soit moins radicale que cette approche d'extinction de toute vie sentiente pour régler la question de la souffrance. Je pense qu'on est capable de mieux, c'est-à-dire certes, on n'est pas encore arrivé à une situation satisfaisante, il y a énormément de souffrance, c'est absolument dramatique, mais je suis favorable à ce qu'on essaye de concilier différentes valeurs, et notamment la préservation de la vie, mais qui soit une vie agréable. Et je pense j'ose espérer qu'on est capable, même si ça va être sur le long terme, de faire en sorte d'organiser le monde pour que la vie soit agréable pour tout le monde, plutôt que de tout bétoniser. Voilà. Et comment tu réagirais aux personnes qui, suite à ce que tu viens de dire à l'instant, pourraient te reprocher de jouer un dieu, en fait, d'être le dieu de ce monde et de prendre la place d'un dieu qui maîtriserait tout et gérerait tout le monde et tout le monde? Je pense que cette objection comme quoi on se prendrait pour Dieu et on interviendrait là où c'est pas notre rôle ou notre place d'intervenir se fonde sur cette idée que une vision très binaire du monde où il y aurait le monde humain et le monde naturel, et que ça serait deux règnes totalement différents, totalement hétérogènes, avec une frontière assez étanche, et que les humains devraient s'occuper de l'exploitation animale causée par les humains, et que ce n'est pas du tout de notre ressort ce qui se passe dans la nature. Je pense que c'est une vision idéologique spéciste, en fait, et qu'en fait, on fait partie du même monde que les autres animaux. Il n'y a pas de coupure nette entre le monde naturel et le monde humain.
Et comme je le disais, on partage une communauté de sorts avec les autres animaux, y compris les animaux sauvages. On a la même histoire évolutive, il n'y a pas de séparation religieuse ou essentielle entre nous et les animaux sauvages. Et moi, je prône vraiment une démarche de solidarité avec les autres animaux, y compris sauvages, et qu'il n'y a pas de raison de ne pas porter assistance aux animaux sauvages si on est en mesure de le faire de façon intelligente. Mais c'est ça la question de comment on fait ça intelligemment, plutôt que d'intervenir un peu n'importe comment comme des bourrins, comme des sauveteurs, mais qui savent pas ce qu'ils font en fait. Et c'est ça ce que j'ai beaucoup aimé dans le mouvement ROAS anglophone, parce qu'en fait ce que je vous ai présenté c'est des organisations anglophones qui ont une approche extrêmement pragmatique, extrêmement raisonnée, informée. Il y a un terme comme ça, humble, et ça les empêche pas d'avoir des objectifs très ambitieux, mais c'est justement parce qu'ils ont des objectifs très ambitieux qu'ils sont obligés d'avoir une approche raisonnée et humble. Et c'est ça qui m'a énormément plu quand j'ai découvert le mouvement ROAS anglophone. Du coup, merci déjà pour cette conférence, c'était super intéressant. Donc, ma question, pour ma part, pendant très longtemps, j'ai été assez réfractaire à tout ce qui est ROAS et tout ça. C'est vraiment quelque chose qui ne me parvenait absolument pas. Maintenant, je suis parfaitement convaincu de la nécessité de ce genre de considération. Il y a eu un moment donc, où j'ai fini par accepter le ROAS, mais où je pensais quand même qu'il fallait éviter d'en parler parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où c'est compliqué de faire comprendre à la plupart de nos contemporaines que gaver un canard à mort pour dévorer son foie, c'est quelque chose qui est discutable éthiquement. Du coup, si jamais ce genre de considération ne parvient pas à la plupart des gens, c'est difficile de leur parler de quelque chose qui est encore plus loin et qui, justement, par rapport à ce que disait Julien juste avant, semble encore plus inatteignable, on ne pourrait pas y toucher ou quoi. Du coup, ma question, c'est est-ce que on doit pour l'instant garder... Quoi faut que je... Il a été coupé. Ah d'accord. C'est bon là? Ok, merci. Pardon. Du coup, on a entendu ce que j'ai dit avant ou... Ouais, d'accord. Et donc du coup, voilà, ma question c'est en tant que mouvement animaliste, est-ce que pour l'instant la thématique du ROAS c'est quelque chose qui doit rester au sein de choses comme les EQA? Est-ce que pour l'instant on doit réussir? Parce que pour l'instant le ROAS c'est quelque chose qui, j'ai l'impression, en tout cas de mon expérience personnelle, et encore beaucoup de de résistance, rencontre beaucoup de résistance même au sein de l'animalisme. Donc, est-ce qu'il faut d'abord qu'on réussisse à solutionner ce problème en interne avant de commencer à communiquer dessus au grand public, ou est-ce qu'on commence dès aujourd'hui à ouvrir la fenêtre d'Overton et à commencer à semer des graines pour que voilà, ça commence à faire son chemin? Enfin, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Je pense qu'on... moi, l'impression que j'ai, c'est que c'est pas prioritaire du tout d'essayer de parler de ce problème à la population générale. Je pense que la sensibilisation de la population, elle est importante. Il faut, comme je le disais, continuer à expliquer en quoi c'est important d'étendre le cercle de considération morale à tous les animaux, y compris les animaux sauvages, et faire de la pédagogie antispéciste, mais je pense que la priorité du mouvement, c'est plutôt une structuration interne, c'est-à-dire trouver des ressources, attirer les ressources, s'organiser entre nous, définir les priorités de la recherche en biologie du bien-être, créer des alliances avec le monde académique qui a des compétences que nous, on n'a pas. Donc c'est plutôt la structuration du mouvement qui est prioritaire et pas tant d'essayer d'aller convaincre les gens que c'est un problème important et urgent. On est déjà convaincus, nous. Bon, il faut convaincre plus d'animalistes, mais il faut convaincre des gens qui pourront être utiles pour l'avancée du mouvement. Il faut pas... je pense que la sensibilisation, c'est important, mais qu'on est tellement à un niveau embryonnaire du mouvement ROAS que la priorité, c'est plutôt des questions internes, de structuration interne. Après, on a quand même Animal FX qui fait un travail incroyable de pédagogie sur les questions antispécistes et ROAS.
et qui, là, sont pour le coup tellement bien faites que je suis favorable à ce qu'elles soient diffusées à l'ensemble de la population. Parce que, en fait, moi je pense qu'on n'a rien à cacher au niveau de la cause Roisse. C'est pas un truc polémique, un projet secret parce que radicalement bizarre. Non, moi mon approche c'est que prendre en compte la souffrance des animaux sauvages, c'est dans la droite lignée de la prise en compte des animaux d'élevage, que c'est pas particulièrement subversif en fait, et c'est juste qu'il faut trouver une façon d'en parler qui soit qui donne toute sa place à la question de l'incertitude. Et plus on met en avant le fait qu'on n'a pas réponse à tout, plus ça va rassurer les gens et moins il y aura de levée de bouclier sur la question. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Moi j'ai une question qui est la suivante. Alors je vais d'abord redire des choses que tu as dites. Tu as dit par exemple que le but c'était pas par exemple de faire une grande campagne de vaccination sur tous les animaux sauvages ou de donner beaucoup de ressources aux animaux sauvages, d'aliments, etc. pour les faire vivre. Tu as dit également... Ah, j'ai oublié, mais tu as dit aussi, par exemple, que tu as fait un parallèle avec les humains, comme quoi nous on se soigne et du coup, pourquoi on ne le ferait pas en fait pour les animaux sauvages. Mais je me suis posé une question avec tout ça, qui est si on a autant envie d'aider chaque individu, animaux non humains sauvages. J'ai du mal à poser la question. Est-ce que ça ne va pas augmenter beaucoup trop la population d'animaux sauvages? Et si on se dit non, parce qu'on ne va pas justement faire de grandes campagnes de vaccination, etc., pourquoi on ne le ferait pas? Est-ce que c'est éthique? Est-ce que c'est moral? Puisque nous, on le fait pour les humains. On en comprend la question ou pas? Oui, je pense que j'ai saisi ce que tu voulais dire. En fait, de ce que je comprends de ce que tu dis, il y a une urgence morale. C'est en ce moment même que les animaux sauvages rencontrent des aléas qui leur causent des souffrances, et que donc si on voulait aider chaque individu, il faudrait intervenir rapidement pour les vacciner, leur donner à manger, etc., pour les prendre en charge en fait de la même façon qu'on le ferait pour des humains. Sauf que ça, c'est probablement stratégiquement un mauvais calcul, parce qu'on risque de pas maîtriser les interventions. Je parlais un peu du fait que qu'il y a des dynamiques naturelles, écosystémiques très complexes, et que si notre intervention cause plus de tort que de bien, on risque de ralentir le développement de notre mouvement, parce qu'on n'aura pas de soutien. Les gens risquent de ne pas soutenir le développement du mouvement Roisse si on fait des choses qui n'ont pas les résultats qu'on avait prévus, si on fait plus de mal que de bien, si on a l'air pas sérieux, etc. Donc, une approche mesurée, elle se développe sur le long terme. On ne peut pas sauver les animaux aujourd'hui parce qu'il y a trop d'incertitudes. On ne saurait pas comment faire ça bien. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'urgence à collecter des informations empiriques pour un jour savoir comment bien faire. Et c'est ça le truc, c'est que il ne faut pas céder à l'urgence. Céder à l'urgence, ça serait peut-être sauver des animaux ici et maintenant, mais probablement sur le long terme, en sauver moins. Voilà, il y a une question d'avoir une vision stratégique sur le long terme, parce que c'est un problème complexe qu'on ne pourra résoudre que sur le long terme. Je voudrais revenir pour ma part sur le lien que tu as pu élaborer justement entre la pensée environnementaliste et la pensée antispéciste, qui n'ont pas de raison de s'opposer, y compris sur le débat autour du ROAS.
Personnellement, en tant qu'écologiste, je n'ai pas du tout été heurté par ton exposé. Et je pense que, très clairement, il n'y a rien de contradictoire entre une éthique Roas telle que tu l'as exposée, en tout cas, et une éthique écologiste qui prendrait de plus en plus en compte les intérêts des individus. Et c'est le cas notamment de certains penseurs aujourd'hui qui sont issus de l'écologie politique, qui ne se revendiquent pas forcément de l'antispécisme, mais avec lesquels on pourrait créer des liens et avancer ensemble, plutôt que de s'opposer constamment. Et en revanche, je suis davantage heurté justement par une logique extinctionniste telle que tu l'as exposée, parce qu'elle provoquerait immanquablement, surtout quand on parle de bétonisation, la destruction entraînerait immanquablement de la souffrance dans sa mise en pratique. Donc de toute façon, ce ne serait pas viable. Donc en fait, je pense que l'opposition est née surtout d'une défiance envers un argument qui serait naturaliste. Seulement, cet argument naturaliste, il est aussi critiqué par les écologistes aujourd'hui, de plus en plus critiqué, ainsi que le dualisme nature-culture, et que c'est pas là que l'opposition se fait, c'est plutôt sur un principe de précaution. Et en tant que le principe de précaution est également pris en compte par les tenants du mouvement Roas, eh bien là, il y a plus d'intérêt à chercher la convergence avec les écologistes que l'opposition. Donc je voulais te remercier pour cette conclusion-là. Ben, merci à toi. Je pense aussi, moi je suis en train de lire de plus en plus de l'éthique environnementale, de l'écologie politique, etc., ce que je ne faisais pas du tout avant, parce que j'avais vraiment incarné pleinement cette idée que antispécistes et écologie sont deux choses opposées, et je commence à découvrir des possibilités de convergence très intéressantes. Donc je serais ravie d'en parler davantage avec toi et avec d'autres gens. Je voulais revenir sur ce que tu avais dit tout à l'heure, sur le fait que le fait de se préoccuper de la souffrance des animaux sauvages, c'était pas quelque chose à cacher ou dont on devait avoir honte. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce qu'on a apparemment, j'ai pas retrouvé les chiffres, là, j'ai fait une recherche rapide, mais la question de la souffrance des animaux sauvages, a priori, générerait moins de réactance dans la population générale que celle de se préoccuper de la souffrance des animaux d'élevage. C'est vu comme quelque chose de moins ridicule, de plus réalisable, de plus faisable. Après, évidemment, il faut en parler comme il faut, de façon pas trop brutale, de façon plutôt pragmatique, comme le fait le mouvement anglo-saxon, je pense. Et aussi, comme tu dis, c'est peut-être pas une nécessité pour le moment d'informer le public. Il n'y a rien qui s'y oppose, mais c'est pas quelque chose qu'on a besoin de faire rapidement. Donc voilà, je voulais juste souligner que les gens ne s'opposaient pas nécessairement au Roas autant que ce qu'on pense. Oui, et c'est probablement un peu la même chose avec les écolos. Ce que je disais à la fin, c'est que en fait, le mouvement écologiste n'est pas du tout homogène au niveau des valeurs, et en fait, on serait surpris à quel point l'écologie, soit politique, soit scientifique, on peut trouver des alliés pour le projet antispéciste qu'on n'aurait pas soupçonné avec une vision un peu polarisante des enjeux. Merci pour la conférence. Je trouve que tu as une manière de désamorcer des trucs qui peuvent être polémiques qui est incroyable. Et je voulais te demander, est-ce que tu as des exemples, ou est-ce qu'on peut trouver sur les sites que tu as présentés des exemples d'initiatives dont on a évalué le solde hédoniste, on va dire, sur les animaux sauvages et qui se sont avérés positifs, donc des exemples d'actions qui ont été faites. Moi j'ai entendu parler d'un truc avec les chats par exemple, en Australie il me semble, mais est-ce que tu en sais plus ? Alors, je vais pas en présenter parce que ça serait pas précis ce que je raconterais. Il y a très certainement, oui, des interventions à très petite échelle, maîtrisées, dans des environnements déjà anthropisés, donc pas totalement en milieu naturel, qui ont été mises en place pour déjà avoir une idée des effets des interventions. J'ai pas d'exemple précis à donner, mais si tu veux préciser celui des chats en Australie, peut-être que ça pourrait intéresser du monde. En tout cas, sur les sites Wild Animal Initiative, Animal FX et tout ça,
Il y a souvent une section blog sur leur site où là, c'est des publications assez courtes qui fait en fait c'est une sorte de point d'étape dans leur stratégie où ils expliquent où ils en sont, quelle intervention ils comptent tester. Donc je pense que si vous voulez des exemples un peu concrets, c'est du côté du blog de leur site internet que vous pouvez trouver des choses intéressantes. Donc, merci pour ta présentation. Question niveau carrière, est-ce que sur les sites que tu as présentés, il y a potentiellement des opportunités de travail de recherche pour des docteurs qui seraient au chômage, donc des chômeurs surdiplômés comme il y en a beaucoup? Alors oui, certainement. Alors c'est peut-être pas explicitement écrit sur les sites internet qu'ils cherchent telle compétence, tel poste, telle personne, mais le mouvement ROAS est vraiment en recherche avide de compétences, de gens intéressés, de gens qui comprennent les enjeux et qui auraient des angles de recherche à proposer. Et notamment, Wild Animal Initiative se met là à financer des projets de recherche qui sont alignés avec ses objectifs. Là, il se trouve que le projet de recherche en cours, c'est sur les animaux sauvages juvéniles, donc les premiers stades de la vie des animaux sauvages. Et l'appel à contribution se finit le 27 août. Et en fait, l'idée, c'est de financer des recherches, des chercheurs, ça peut aller jusqu'à $250 000 la bourse, pour soutenir leur projet de recherche. Sinon, il ne faut vraiment pas hésiter. De façon générale, dans l'altruisme efficace, les gens j'ai constaté ça, sont très transparents et ouverts pour discuter. Si vous voulez discuter avec l'équipe de Wild Animal Initiative, vous leur envoyez un mail et vous pouvez très facilement programmer une discussion Zoom avec eux, leur poser des questions. Enfin, c'est des gens qui sont ouverts à la collaboration. Et donc, si tu as des idées, des projets de recherche, il ne faut pas hésiter à les contacter. Oui, moi, c'est juste pour dire une idée qui m'est venue, qui peut être un petit peu style science-fiction, mais je pense qu'à terme, ça peut avoir de la valeur. Il y a la biologie du bien-être. Je pense que c'est très important que ça commence à se développer. Mais j'ai l'impression qu'on pourrait peut-être aussi, à terme, réfléchir à la biologie de l'altruisme. Dans ce sens que la biologie du bien-être, ça a un côté un peu... les animaux sont des simples récepteurs. Il faut les empêcher de se bouffer entre eux. Il faut les empêcher de trop se reproduire, mais ils sont un petit peu du côté passif. Et je pensais à l'attitude qu'on a par rapport aux problèmes humains, souvent, une attitude que je trouve positive, qui est de faire levier sur, non pas simplement en considérant les populations pauvres dans le besoin, qui subissent des catastrophes, comme des simples récepteurs de notre aide, mais faire levier sur leur intelligence et leur altruisme, leur capacité de s'organiser, de s'entraider, etc. Pour les animaux, on sait qu'il y a des cas d'altruisme dans le monde animal. On l'a très peu étudié. Je pense que c'est quelque chose qui a été considéré comme pratiquement tabou quelque part pendant très très longtemps. Je ne sais pas comment on peut amener les sauterelles à être altruistes, mais je pense qu'on doit certainement y avoir des possibilités pour beaucoup d'animaux, les dauphins, et alors je sais pas, je dis c'est très science-fiction, mais si on voyait la possibilité de voir les animaux non seulement comme sous notre dépendance, mais aussi comme des alliés, au moins certains animaux, ça pourrait peut-être aussi ouvrir beaucoup de perspectives. Voilà. Je suis désolé de ne pas être plus concret que ça, mais c'est un peu une idée qui m'est venue en comparaison avec ce qu'on peut espérer faire par rapport aux humains. Oui, je trouve que c'est une perspective réjouissante. Mais oui,
c'est sûr que les scénarios science-fiction, pour l'instant, je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus aidant pour faire avancer la cause Roas, mais je suis tout à fait d'accord que ça permet d'ouvrir des nouvelles perspectives de recherche, de priorités, de stratégies à explorer. Oui. Merci pour la présentation, c'était vraiment super clair, super intéressant. Il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais rebondir là, par rapport à la question sur le côté un peu Dieu, démiurge, tout ça, quoi. Je pense qu'en fait, on oublie un peu que par exemple le conservationnisme, etc., c'est aussi en fait une intervention humaine, une gestion humaine de la nature. Donc même en essayant de conserver les écosystèmes tels qu'ils existent maintenant, etc., c'est aussi une manière en fait humaine de gérer la nature et de se prendre pour Dieu, quoi. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de réelle opposition entre les deux. Pareil, un peu sur le côté principe de précaution, on a souvent une vision un peu biaisée où on se dit qu'il ne faut pas sous-estimer les risques de l'intervention, mais on oublie de les comparer aux risques de l'absence d'intervention, en fait. Ce que font, par exemple, avec le vaccin, beaucoup de gens s'inquiètent des effets secondaires du vaccin, mais oublient de les comparer aux effets de l'absence de vaccin, quoi. Voilà, donc j'avais sa petite remarque. Et sinon, une question, est-ce qu'il y a des trucs sur les animaux dits liminaires, quoi, parce que là, il y a déjà des trucs un peu qui existent. Donc voilà, on a parlé des chats. Il me semble qu'il y a des campagnes aussi, justement, de gestion avec la contraception pour les rats, il me semble, dans certaines villes, des choses comme ça. Donc ça, c'est une idée qui est pas, je pense déjà plutôt bien acceptée, quoi. Et je me demandais en fait si ça pouvait pas être une manière de ramener cette question dans le débat de manière un peu douce, quoi, en commençant par les animaux liminaires, ensuite plus ceux qui vivent dans les campagnes, dans les cultures, etc., et élargir au fur et à mesure jusqu'aux vraiment sauvages, quoi. Oui, moi je pense que la question des animaux liminaires, elle est moins susceptible de faire des levées de boucliers, et puis surtout, comme je l'ai souligné, c'est un contexte où il y a moins d'incertitudes, où on a plus de contrôle sur la situation, on a moins de risques de faire des dégâts, quoi. Et donc c'est un bon terrain d'expérimentation pour les questions Roas de façon générale. D'ailleurs, les organisations Roas s'occupent en fait beaucoup de questions d'animaux liminaires. Il n'y a pas de frontière très fixe entre liminaires, pas liminaires, sauvages et tout ça, en fait. Dans le mouvement Roas ou dans d'autres considérations, écolo ou quoi, c'est rare qu'on puisse vraiment délimiter ce qui est sauvage de ce qui est liminaire. Et ça fait écho à ce que tu disais au début, à savoir que tout ce qui est écologie de la restauration, écologie de la conservation, ce sont des champs en fait extrêmement interventionnistes. Quand on voit un peu la littérature, j'ai lu un bouquin récemment qui s'appelle Politique du flamant rose, qui explique un peu tous les enjeux du maintien de la population des flamants roses en Camargue, un peu toute l'histoire depuis les années 60 de comment la population a été gérée, comment la reproduction a été favorisée ou pas, et surtout de tous les acteurs, de toute la diversité d'acteurs qui s'est mobilisée sur cette question, aussi bien la population locale que les riziculteurs, les gens qui cultivent le riz en Camargue, qui ne voulaient pas qu'il y ait trop de ces animaux-là parce que ça détruit leur culture. Il y a la question de la gestion du littoral, les touristes, les propriétaires terriens. Enfin, en fait, c'est une question incroyablement politique. La question de la gestion de la nature ou de l'intervention dans la nature, c'est pas du tout simplement une question scientifique. Et c'est pour ça que la question Roas a besoin de crédibilité. C'est qu'on va être amené, si on veut que ça réussisse, si on veut être à la hauteur de nos ambitions, on n'aura pas d'autre choix que de collaborer avec une diversité d'acteurs incroyables qui ne seront pas alignés avec nos valeurs à nous. Donc il faut, je pense, avoir cette démarche pragmatique. Sinon, on renonce à avoir un effet sur le monde, en fait.
Et en tant que militant, si on est préoccupé par les souffrances réelles des individus réels, on devrait être intéressé par notre impact réel. Donc pour moi, le pragmatisme, c'est presque un synonyme de stratégie et d'efficacité, en fait. Merci beaucoup pour cette présentation. Je voulais poser une question. C'est, à titre personnel, j'ai l'impression qu'il y a énormément de défis, hein, enfin, comme tu le disais d'ailleurs, par rapport au roi, c'est tout ce qui peut faire souffrir en fait les animaux sauvages. Enfin, c'est tellement énorme. Mais j'ai l'impression que tout ce qui va être, par exemple, les épidémies, voilà, les maladies, tout ce qui peut être les intempéries, ce genre de choses, finalement, est un problème qui paraît moins insoluble que la question des souffrances que les animaux vont s'infliger entre eux pour des questions que ce soit par rapport à la prédation, mais aussi par la compétition, même au sein d'une même espèce. Je sais pas, par exemple, les mâles qui vont se battre entre eux pour avoir accès aux femelles ou des choses comme ça. Et je voulais savoir, est-ce que, selon toi, quel est en fait peut-être le plus grand défi, ou ce qui est peut-être le plus compliqué et le plus très très lointain sur lequel on puisse agir en fait pour réduire les souffrances des animaux sauvages? Je pense que effectivement, c'est les relations antagoniques entre animaux. Bon. En fait, je ne sais pas si c'est ça le plus grand défi, le truc qu'on réglera en dernier d'un point de vue chronologique, mais je trouve qu'il y a un truc spécifique avec les relations antagoniques, donc prédation, parasitisme, compétition, etc. Parce qu'on a affaire à des intérêts divergents, en fait, où le bien-être de l'un passe par le massacre de l'autre, ce genre de choses. Du coup, voilà, je pense que c'est des situations particulièrement difficiles. Après, les intempéries, on a beau être dans des cas où il n'y a pas d'antagonisme. Enfin, je sais pas si c'est pour autant plus facile de gérer ce genre de choses. En fait, je pense que c'est une question très difficile à résoudre dans l'état actuel de nos connaissances qui sont extrêmement maigres. Voilà, donc moi je me prononce pas tellement en fait sur les questions de priorité du mouvement Roas et tout ça parce que j'ai pas plus de connaissances que les gens qui travaillent à temps plein sur ces questions, et ces gens-là n'ont pas de solution pour l'instant à proposer, ou alors considèrent que c'est pas pertinent de faire la promotion d'une intervention en particulier dans l'état actuel des connaissances. Donc moi je prétends pas avoir plus de connaissances que ces gens-là, et je me prononce pas sur des considérations trop précises, pour l'instant en tout cas. On va conclure la conférence ici. Vous pouvez encore bien évidemment discuter de ce débat de nombreuses heures, notamment le débat du bouton rouge qui va revenir sur la table à un moment. Voilà. Merci beaucoup Axel, et puis c'est la fin, malheureusement.